Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui on va parler open source, mais pas open source très pratique, il n'y aura pas une seule ligne de code, donc ne vous en faites pas. Alors ce talk est un peu prévu pour le mois d'il y a 5-6 ans, peut-être même un petit peu plus, quand je sortais d'école d'ingénieur, et que je me suis dit tiens, l'open source ça a l'air plutôt sympathique, et en fait on débarque et on se dit tiens, il y a des milliers de projets, des gros, des petits, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, il y a des gens qui les gèrent, on ne sait pas trop non plus comment ils font, ça a l'air impossible, ils sont beaucoup trop forts pour notre niveau. Et maintenant, je travaille chez MUI, qui est une grosse librairie de composants en React. Et le soir, les jours où j'ai le temps, je contribue à Open Food Fact, qui est aussi un projet open source qui a pour but de centraliser toute la donnée sur l'alimentation pour permettre aux citoyens de s'en servir. Déjà, on voit qu'il y a une grosse variété de projets open source, puisque MUI, c'est purement du JavaScript avec une librairie en React. Et c'est des développeurs pour des développeurs, ce qui fait que c'est très simple la journée de bosser. C'est très compliqué les week-ends d'expliquer à ma famille ce que je fais. Pour l'instant, je leur dis je fais des sites web. De l'autre côté, vous avez Open Food Fact. Là, c'est le bordel monstre en termes de technologie. Il y a du Perl, du Python, du JavaScript. Et sur JavaScript, on a à peu près tous les frameworks d'interface utilisateur possibles. Et les personnes qui sont impliquées dans le projet, c'est aussi le bordel. Il y a des institutions gouvernementales, des citoyens, des développeurs, des scientifiques, des nutritionnistes et des producteurs alimentaires. Et l'objectif est un petit peu plus large. On va passer à la partie comment contribuer. Et petit disclaimer, l'open source est fait par des êtres humains, ce qui a donc deux implications. La première, si c'est des bénévoles, vos questions et vos propositions passeront après le spectacle de fin d'année des enfants. Et ils ont bien raison, ça passera aussi après leur nuit de sommeil. Donc il faut être prêt à attendre un petit peu entre chaque message. Et deuxièmement, il peut y avoir des personnes toxiques aussi qui font de l'open source. Donc, si vous ne sentez pas la personne avec qui vous discutez en ligne, passez à un autre projet, il y en a suffisamment pour ne pas se faire mal dans ce milieu. Alors, mon premier message pour vous, c'est faites des issues, pas des PR, puisque les issues, vous allez apporter quelque chose très rapidement. En fait, vous tirez une sonnette d'alarme, vous envoyez un message pour donner une information aux contributeurs. Les PR, on va le voir après, c'est beaucoup plus compliqué à faire aboutir. Alors vous allez vous dire, normalement, les issues, comment est-ce qu'on fait pour en ouvrir? En fait, c'est très simple. Quelque part dans votre semaine, je suis prêt à parier qu'à un moment, on vous a demandé une feature et vous n'avez pas trouvé sur la documentation. Même si on a un bouton Algolia en haut à droite. Du coup, vous avez cherché sur Google et Stack Overflow ne vous donne pas la réponse. Et normalement, au bout de 2-3 heures, vous arrivez au moment où vous demandez à un collègue. Et le collègue, il se passe de temps en temps qu'il vous répond un truc, c'est pas très satisfaisant. Alors là, je tiens à attirer votre attention sur le warning ne se situe pas au niveau de la réponse du collègue, mais au moment où vous devez demander à quelqu'un. Puisque ça veut tout simplement dire que la réponse n'est pas disponible sur Internet. Donc votre collègue qui se trouve à Lyon ou à Nantes, qui va avoir la même question, va aussi devoir demander à son collègue, et peut-être que lui, il n'aura pas la solution. Donc, c'est le moment d'ouvrir une issue. Maintenant, comment on fait? On appuie sur ces deux boutons et on se laisse guider. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En vrai, il y a une étape supplémentaire qui est un peu cachée, tout le monde ne connaît pas. Souvent sur les documentations, vous avez un bouton Code Sandbox, en tout cas sur les librairies d'interface utilisateur, qui va vous donner un environnement virtuel partageable avec l'exemple de la documentation. Et pourquoi c'est important? Parce que vous partez d'un exemple qui est fonctionnel, et à partir d'un exemple fonctionnel, créer un exemple cassé, c'est beaucoup plus rapide que de partir de votre code qui fait des milliers de fichiers, pour extraire la cause du bug précise. D'ailleurs, souvent, quand moi j'ouvre des issues et que je fais ça, je me rends compte qu'en fait, c'était ailleurs dans le code que j'avais fait n'importe quoi. Mais ça m'évite d'ouvrir des issues pour rien. Deuxième point important, prenez comme hypothèse qu'on est stupide. Par exemple, si vous dites j'étais en train d'essayer d'ouvrir un picker et de sélectionner une date, et ça a cassé, c'est pas très explicite. Le open, vous pouvez dire j'ai cliqué à un endroit précis. Vous sélectionnez une date, si vous le faites au clavier, dites-le, dites exactement sur quelle touche vous avez appuyé. Et le It's Broken, souvent, c'est mieux si vous dites ça devrait faire quelque chose, mais voilà ce que j'obtiens. En fait, en gros, considérez que la personne qui va vous lire, c'est Playwright, que vous faites un test end-to-end, mais avec un utilisateur humain, ce qui simplifie la tâche. Et les issues, c'est pas que pour se plaindre d'un bug, ça peut être aussi pour demander une feature. Par exemple, à gauche, vous avez quelqu'un qui demande un Gantt,
et qui nous fait très gentiment une liste de toutes les features qui l'intéressent, de ce qu'il a déjà testé, ce qu'il a trouvé compliqué. Et ce genre de message, c'est tellement bien que je pense que quand on l'a reçu, j'ai envoyé des messages sur Slack pour dire hey, « regardez, on a un super contributeur qui nous a partagé de la valeur », alors qu'on est plus habitué à des messages type à droite avec des gens qui mettent des pouces en l'air en demandant la feature sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. Bon, on va partir du principe que vous avez quand même envie d'ouvrir une pull request. Il n'y a pas beaucoup de conseils, à part commencer petit, mais vraiment le plus petit possible. Si c'est une typo, si c'est une ligne de code à modifier, ce sera déjà très bien, pour 2 raisons. La première, il y a une pipeline à gérer. Donc vous allez commencer par forker le projet, l'installer, faire tourner les tests en local. Vous allez uploader votre code, forcément il y a des tests qui vont planter, puisque ça se passe toujours comme ça. Et après, il y a apprendre la code base qui des fois est un petit peu plus velu que ce que l'on fait quand on travaille sur des petits projets et qui a besoin d'un peu de connaissances, ça prend toujours du temps. Le deuxième point, c'est demander avant de faire. On voit trop souvent des personnes débarquer, dire ouais je vais m'en occuper, ouvrir leur pull request, et en fait ils ne savaient pas exactement ce qu'ils devaient faire, ou ils se disaient tiens je vais bouger ce petit bout de code, mais le petit bout de code qui fixe effectivement l'issue qu'ils voulaient, elle va créer un problème par exemple pour une feature qui est prévue pour dans 1 an. Elle va casser un composant dont il n'était pas au courant. Il va rendre le code plus difficile à maintenir au fur et à mesure du temps. Donc, il vaut mieux demander pour être sûr de la solution technique. Et arrive la question de pourquoi ne pas ouvrir une pull request. Et ça, en fait, c'est un peu la différence entre moi il y a 5 ans et moi maintenant. Puisque il y a 5 ans, je me disais, tiens, les gens qui font de l'open source, en fait, ils le font puisque ils ont envie d'avoir un CV plutôt sympa. Et ils ont envie de se la péter un petit peu au bureau. Ça, j'en ai déjà vu des gens faire... Ah, j'ai mergé une pull request sur React. Bon, il a corrigé du français dans la documentation, mais il a mergé sa pull request. C'est vraiment des très mauvaises raisons, en fait, si vous voulez vraiment créer une PR. Le ratio entre ce que ça va améliorer sur votre CV et le temps que vous allez passer, l'effort qui est nécessaire, le ratio n'est pas bon. Et du coup... vous allez être frustré, et souvent on voit les gens prendre une vague de review, 2 vagues de review, et après ils répondent plus puisque ils se rendent compte que ça va être plus compliqué que prévu. Par contre, il y a des bonnes raisons de faire des pull requests. Par exemple, si vous utilisez la librairie et que vous avez un problème, faire la PR c'est le meilleur moyen de l'avoir fonctionnel. Apprendre aussi beaucoup, puisque je sais pas, par exemple, je me dis quelqu'un qui est dans une équipe où il y a 3 développeurs, c'est le lead dev, du coup les 2 sont plus juniors. S'il veut apprendre, c'est bien d'avoir des retours, et donc là ça vous permet d'avoir directement les mainteneurs de la librairie qui vont dire non, en fait on préfère que ça fonctionne de telle manière en interne, voilà nos bonnes pratiques. Et surtout si vous commencez à être de plus en plus mainteneur de la librairie, prendre soin des autres, puisqu'en fait le travail de mainteneur d'une librairie, c'est de se dire de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin dans 1 an, quelle va être la feature intéressante, et aussi se dire tous les jours pourquoi est-ce que cette personne a reçu ce problème, et vraiment creuser, se dire qu'est-ce qu'il a fait, quel était son chemin sur notre documentation, quel est son modèle de pensée qui l'a amené à avoir ce problème, et comment on peut rendre l'expérience beaucoup plus agréable au fur et à mesure du temps. Et voilà, je pense que je suis à peu près dans les 10 minutes. Avant la question, j'ai une petite anecdote, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu ma première issue sur un projet open source. Du coup, j'ai pu expérimenter les templates avec la structuration, comment reproduire, et surtout donner des cas pour que je puisse comprendre le problème. Et puis il y a la liste de courses aussi, les 2-3 features demandées. Mais hormis ça, j'ai une question. Dans le milieu, tu parlais des feature requests. Et du coup, comment chez MUI, vous les arbitrez en fait? On a plus ou moins une roadmap, donc du coup, il y a les grosses feature requests qui en fait souvent c'est plus nous qui les créons puisqu'on voit les gros composants qui manquent, et donc tu as des requests for comment, et donc tu vois au nombre de personnes qui upvotent l'issue. Donc ça te donne déjà une bonne métrique, tu peux les trier par upvote en fonction du temps où elle a existé. Et sinon après, tu le sens un petit peu dans les issues qui vont toujours tourner un petit peu tout autour du même sujet. Par exemple, tu en as 3-4 sur des time zones, tu vas te dire
Bon, c'est peut-être le moment de créer une structure beaucoup plus flexible sur les time zones pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Quand il y a vraiment un gros pain point de la part des utilisateurs, tu le sens à force de lire les issues tous les jours. Mais ouais, pour ça, il faut avoir une communauté assez grande qui fait que tu as assez de retours utilisateurs. Une question sur les contributions non techniques. Quand un projet open source grandit, on se retrouve vite à avoir des besoins qui dépassent le simple code. Est-ce que tu as des retours d'expérience ou des recommandations sur comment accueillir les contributeurs non techniques et profiter aussi de la valeur qu'ils peuvent ajouter? Côté MUI, pas trop, puisque c'est une librairie et du coup c'est très technique. Même en tant qu'employé, je pense qu'on a un DevRel, donc du coup une seule personne qui s'occupe de la documentation. Côté Open Food Fact, par contre, là, il y a beaucoup plus de non techniques. On n'est toujours pas excellent là-dessus. Il y a des gens qui sont assez motivés et qui viennent, par exemple, nettoyer la base de données, etc. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de créer des sous-communautés par sujet d'intérêt. Et un des gros pain points, c'est le fait qu'on est des développeurs, on aime beaucoup GitHub, et du coup, quelqu'un qui n'est pas développeur, arriver sur GitHub pour aller modifier un fichier, les gens finissent par apprendre à le faire, mais c'est mieux si de notre part, on leur fournit les outils pour le faire sans avoir à créer une pull request sur un fichier qui fait 10 000 lignes, ce qui est encore le cas, hélas. C'est quoi la contribution ou le commentaire qui t'a fait le plus chaud au cœur sur le repository? Et aussi le pire? Chaud au cœur, je ne sais pas. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a corrigé l'âge des personnages de Game of Thrones dans la documentation, en nous disant ces personnes sont jumeaux, mettez-leur le même âge au moins. Voilà. Chaud au cœur. En vrai, les premières contributions quand tu lances un projet, donc là, ça fait à peu près 1 an que je travaille sur une librairie qui fait des charts. Et il y a 3 mois de un peu recherche et développement, vous regardez comment font les autres, etc. Vous n'êtes pas sûr de votre solution technique, mais tant pis, on y va. Vous commencez à l'implémenter, vous avez un truc dont vous êtes moyennement pas fier, puisque forcément, en quelques mois, ça ne fonctionne pas. Et il y a déjà des gens qui viennent et qui vous font ouais, moi je l'utilise puisque j'avais pas besoin d'un truc très compliqué et j'aurais besoin de 7 features en plus. Ça fait plaisir de se dire qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent. Et la pire, c'est les gens qui viennent, qui mettent un message très lapidaire, qui n'a aucun intérêt, ou les gens qui sont insultants. Pour savoir si une issue ne sert à rien, il y a 2 méthodes. La première, c'est ils n'ont pas fait de cas de reproduction. Dans 80% des cas, c'est ils font des mutations en React ou ils utilisent n'importe comment la librairie. Et deuxième cas, ils sont agressifs. Souvent, quand ils sont agressifs, c'est que c'est leur faute. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher. Du coup, moi, j'étais curieux sur qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'open source, en fait, parce qu'on entend beaucoup parler, mais c'est souvent très intimidant, surtout au début. J'ai commencé d'abord par Open Food Fact. J'étais dans un cabinet de conseil et faire des sites web pour des banques, je ne trouvais pas ça très passionnant. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un projet qui donne un petit peu de sens au développement. J'avais entendu parler d'Open Food Fact, donc j'ai commencé voilà, on envoie un message. J'ai rencontré Pierre, qui est un des fondateurs qui habite Paris. Puis voilà, ça s'est fait très facilement. Après, l'avantage des trucs associatifs, c'est que tu viens, tu fais un petit peu ton site web, puis après, tiens, tu as un peu plus de responsabilité dans l'entreprise, donc tu t'en vas, puis 1 an plus tard, tu reviens. C'est très flexible. Et après, MUI complètement par hasard. J'avais mis mon CV sur une agence de recrutement et voilà. Donc pour MUI, tu n'avais jamais utilisé ou contribué avant d'être employé? Je l'avais utilisé en tant que développeur, mais non, j'avais jamais contribué ni ouvert d'issue. Donc on peut être payé pour faire de l'open source à temps plein sans être historiquement un des corps contributeurs d'une grosse librairie. En effet, d'ailleurs, si vous voulez, on recrute. J'ai une question sur les issues, parce que je trouve que on a assez vite un certain nombre, enfin pas non plus genre 50, 100, quelque chose comme ça. On est à 911. Ouais, pas la même taille forcément, mais du coup déjà je trouve qu'avec 30, 40, 50, il y a déjà une difficulté à les organiser.
et à les trier, duplicate et tout ça. Et comment tu arrives à garder un peu un œil sur toutes les issues qu'il y a et pas trop les oublier et voir. De la charge mentale, énormément. Non, plus tu grossis, plus tu te structures. Donc nous, ce qu'on a, c'est on essaye de mettre des pipelines, mais c'est un peu particulier puisqu'on est tous en remote, donc on a genre 1 heure par semaine pour synchroniser, et après le reste du temps, on fait du code, puisque c'est ça qui résout les issues. Souvent, en fait, quand elles arrivent, tu essayes le plus vite possible de savoir ce qu'il y a à faire, d'avoir au moins soit une stratégie technique, soit de devoir précisément identifier le bug. Après, si c'est un bug, tu le corriges, tu essayes de le corriger rapidement. Si c'est une régression, tu t'y mets tout de suite. Et après, tout le reste, en fait, c'est des fonctionnalités ou du comment faire. Et donc, souvent, tu as un workaround. Donc, les gens, en fait, sont débloqués. Et tu la gardes ouverte en te disant, ce serait bien que soit elle soit documentée, soit qu'on facilite le fonctionnement. Et donc, celle-là, après, tombe dans la liste des issues. Et GitHub, tu as des projets. Et donc, tu peux les mettre dans to-do, urgent, moyennement urgent, pas très urgent, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, ça existe. Et du coup, là-dessus, des fois, du coup, j'ai aussi un projet open source et du coup, j'ai aussi des issues. Des fois, il y a une demande de feature et elle n'est pas très bien rédigée. Et donc, du coup, est-ce que tu gardes l'issue initiale? Comment tu la gères? Est-ce que tu t'en crées une autre qui la référence? Non, souvent, on garde l'issue, mais après, tu peux rajouter des commentaires pour aller creuser auprès de l'utilisateur ce qu'il voulait. Et si tu es mainteneur du repo, tu as le droit d'aller modifier le message de l'utilisateur initial. Donc, des fois, pour des raisons de customisation, de choses comme ça, tu peux modifier. Non, c'est bien de garder l'issue initial, comme ça la personne qui l'a créé reçoit les notifications. Et donc, 6 mois plus tard, quand tu fais la PR, tu peux lui dire, tiens, voilà le résultat, est-ce que ça te convient? Effectivement, mais après, pour faire les specs, pas relire tout quand tu as une discussion de genre 10-15 commentaires. Puisque tu fais des specs sur des issues. Pour des features, oui. Du coup, ça m'a une question. J'imagine que je sais pas comment vous organisez au quotidien en tant que développeur entre développer, suivre les issues, relire les codes, faire la code review, des trucs internes, externes, etc. Comment ton temps est réparti, grosso modo? Comment mon temps est réparti? C'est un peu particulier puisque je suis sur les charts et du coup je suis le seul développeur du projet, donc mon temps est réparti à 100% en fonction de ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, on recrute, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire ça avec moi et avoir des magnifiques pull requests avec moi, je suis preneur. Non, sinon on est par équipe de 3-4. Ce qu'on a fait, c'est que tu as une personne qui est community support par semaine et on tourne. Et donc, quand les gens ouvrent une issue, elles ont un tag needs triage et la personne débarque et nettoie le titre, regarde quel composant est concerné et fait les premières vérifications. Et sinon, après, c'est vraiment tu fais ce que tu veux de ta journée. Donc, le matin, tu te lèves, tu te dis tiens, il y a cette issue sur laquelle j'ai envie de bosser, tu la commences. Tu as fini ta PR, du coup, tu l'envoies, tu tags les personnes concernées pour qu'ils viennent faire leur review. Et soit tu passes à une nouvelle issue à fixer, soit tu reviews une PR qu'on t'a demandé de review. Et en fait, tu tournes comme ça, et une fois par semaine, on a une réunion. Et au tout début, j'avais l'impression, quand je la rejoignais, que c'était le moment de coordination où tout le monde va un petit peu pousser pour ses issues en mode le tech lead, c'est là qui fait bon, on a 2 pages de pull request en ce moment, donc ce serait bien qu'elles se vident. Et du coup, c'est tout. Hein. Le lendemain, on faisait les pull requests. Et maintenant, c'est assez flexible. Tu sais que quand tu as 4-5 pull requests à review, c'est le temps de... On n'est pas nombreux, on s'entend bien entre nous, donc en fait, tu as envie d'être sympa avec le collègue, donc tu t'arranges pour que ces pull requests passent rapidement, et du coup, comme il est content, il s'arrange pour que tes pull requests passent facilement,